l'estrade pour ouvrir le débat et donc pour pouvoir animer le débat. Donc voilà, le débat est ouvert. Je pense que les exposés ont été clairs. Simplement, si on se place d'un point de vue purement pratique et concret, donc il y a des questionnements, plus particulièrement sur la coordination entre les différents services. Moi j'aurais peut-être une question, et j'ouvre le débat, par rapport à une question en fait globale qui s'adresse aux trois intervenants, aux trois services intervenants, qui est en termes de visite. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas donc des instructions qui auraient été données pour coordonner en fait les visites? Je pense que ça a été dit peut-être dans l'exposé du service des douanes, et donc pour nous dire plus sur l'aspect concret aujourd'hui sur le terrain, l'aspect concret de cette instruction-là et comment cela se passe sur le terrain pour donc accélérer un peu les procédures et ne pas avoir à ouvrir plusieurs fois le conteneur. Donc je ne sais pas qui veut réagir. Est-ce que c'est les douanes, est-ce que c'est la DCP ou Donc merci M. Assouk. Concernant les visites, effectivement, il y a une instruction du Premier ministre qui parle du contrôle en brigade. Si je me trompe pas, elle est datée de 2009, 2010. Donc il nous a servi de travailler en brigade. Ça a fonctionné à un certain moment. Et ça fonctionne jusqu'à présent pour certains produits, notamment les poudres de lait qui sont destinées aux industriels, pour les transformateurs. Malheureusement, c'est que ce qu'on constate, que les opérateurs ou les importateurs refusent que nos services interviennent en brigade. Ils préfèrent passer en premier lieu vers les services vétérinaires pour un contrôle, puis revenir sur la direction du commerce pour un deuxième contrôle. Maintenant, ça nous facilite mieux le travail c'est-à-dire si on intervenait en brigade. Malheureusement, c'est un constat c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui sur le terrain, c'est que les opérateurs préfèrent que l'intervention ne soit pas faite en brigade. Oui. J'aimerais juste ajouter un mot sur ce qu'il vient de dire. Il y a une nouvelle instruction qui date en fait du mois de mai 2016 qui nous donne l'instruction en tant qu'administration des douanes de coordonner justement nos contrôles, nos visites physiques des marchandises avec les services du commerce. Donc ça se fait pratiquement quotidiennement. Il y a des visites qui sont faites, ça se passe très très bien. Il y a quelques lacunes, mais j'aimerais pas revenir dessus. Mais sinon, les opérateurs sont là, ils sont au contraire satisfaits parce que ça leur permet justement de faire une seule visite entre l'administration des douanes et les services du commerce. Donc ça leur permet en premier lieu de gagner du temps. Donc une seule visite au lieu de deux visites. En plus de ça, même la manipulation des marchandises, au lieu de manipuler, donc décharger les marchandises pour les inspecteurs du commerce pour faire la visite, par la suite refaire la même opération pour les inspecteurs de l'administration des douanes, on fait l'opération une seule fois. Donc pour le moment, ça se passe très très bien. Ce plan purement pratique, c'est l'instruction le dit clairement, et elle fait référence à la convention de Kyoto. Elle le dit clairement, s'il y a une visite qui a été décidée par l'administration des douanes, même après le dépôt de la déclaration en détail, s'il y a une visite qui a été décidée, la douane doit contacter automatiquement les services du commerce pour faire une visite coordonnée. Ce qui manque par contre, c'est justement le contrôle avec les autres services, le phytosanitaire et le vétérinaire. Pour le moment, ils ne sont pas encore dans, ils ne font pas partie de ces visites mixtes. Et merci. Oui, pour le commerce. En tant que
inspection aux frontières, le contrôle de la qualité, pour appliquer la réglementation. Il y a des instructions, une procédure à suivre, nous la respectons. Pour ce moment, la procédure concernant le contrôle obligatoire mixte, ça a été dit dans l'instruction du 23 avril 2016. Le contrôle il va se faire avec les services de douane. Donc, peut-être d'ici à l'autre tour, il faut introduire aussi les autres services. Mais jusqu'à présent, ça fonctionne normal. حتى إشكال مع les services de douane. Comme ça. Oui. Enfin, j'aimerais, peut-être, je me fais peut-être l'écho de la salle pour dire, mais pourquoi je retiens deux choses. En fait, je retiens que le commerce et la douane fonctionnent ensemble, et de plus en plus avec l'instruction du Premier ministre. Le phytosanitaire travaille à part. Et apparemment, même les opérateurs, d'après ce que je viens d'entendre, ne souhaitent pas que le phytosanitaire soit associé donc aux autres visites. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est un problème d'effectif? Est-ce que c'est parce que le service ne peut pas suivre le rythme par rapport donc aux moyens des services des douanes et du commerce? Ou est-ce qu'il y a-t-il d'autres raisons? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, docteur Idriss? Monsieur Azoug, il n'y a aucun problème d'effectif. C'est un choix. Nous, une fois que l'opérateur se présente avec son dossier, c'est-à-dire il y a une programmation pour la visite, on lui demande toujours avez-vous contacté les autres services, notamment, nous, on travaille avec la douane, il doit y avoir, c'est-à-dire la présence de la douane est obligatoire pour l'ouverture d'un conteneur ou bien faire des prélèvements dans un bateau. Il y a la douane qui doit toujours, on travaille toujours en brigade, mais malheureusement, on leur demande toujours d'associer les autres services, notamment la direction du commerce. Le choix est toujours, c'est-à-dire, ils préfèrent qu'on intervient tout seul. C'est vrai que qui paye dans ces conditions, c'est l'opérateur. Chaque fois qu'il y a visite, un conteneur, s'il est descendu 2 fois ou 3 fois, alors vous imaginez le coût de manipulation d'un conteneur. Chaque fois qu'il est manipulé, c'est l'opérateur qui paye, malheureusement. Merci, docteur Eda. Le maître de conférence qui était intervenu tout à l'heure, je crois qu'il était là. Hein? Ah, il n'est plus là. Allez. Oui. Oui, professeur Boukrif. C'est posé? C'est bon? Ok. Bonjour, donc je me présente, professeur Boukrif, je suis enseignant à l'université de Bijaya. J'ai 2 petites questions jusqu'à vous poser. La première, quand vous parlez justement d'un référentiel, plutôt de la conformité, de contrôle au niveau des frontières, est-ce que nous avons la norme nationale? Est-ce que pour tous les produits que nous importons, nous avons des normes? Parce que quand on dit contrôle, par rapport à une norme, est-ce que nous avons des normes? De 2, justement, un problème justement de labo, pour analyser tous ces produits, 1500, 2000, je ne sais pas combien de produits, dans l'électronique, dans la chimie et tout. Est-ce que nous avons des labos qui sont spécialisés pour tous les produits les plus importants? Parce que ce qu'on voit au niveau justement des marchés, au niveau des étalages, au niveau nous avons beaucoup de produits qui ne répondent pas justement à la norme. Donc il y a un problème au niveau des frontières, forcément. Donc on ne sait pas exactement où est le problème. Troisième petite question, aussi le temps. Il me semble, dans tout ce que j'ai vu, le facteur temps n'est pas vraiment pris en considération. Quand vous dites, comme ça a été expliqué, qu'on va attendre les résultats de Drab el-Khadda à 72 heures, qui va payer la différence? Et moi je veux vous dire une chose, ce n'est pas l'opérateur qui paye, c'est le consommateur. Parce que l'opérateur va imputer ça sur ses produits. Donc c'est le consommateur. Et donc comment on peut parler de compétitivité? Comment, vous savez, je vais pas vous, comment dirais-je, vous donner une information, peut-être que vous la connaissez. Aux États-Unis, l'association des consommateurs américains utilise justement le contrôle à la frontière pour justement augmenter le prix des produits avant qu'ils rentrent sur le marché. C'est une façon de contourner juste les accords de l'OMC.
pour que le produit, quand il rentre sur le marché américain, il va être très cher et il n'est pas compétitif par rapport au produit local. Vous voyez, donc c'est pas neutre tout ça. Donc on doit penser justement au facteur temps, on doit penser... Voilà ma question. Merci. Merci, professeur. Oui, allez-y, si vous voulez. Je vais vous répondre par rapport à la question concernant les résultats qui sont obtenus après 72 heures. Sachez que pour certes, c'est-à-dire les produits, ce qu'on appelle la franchise, cette franchise, elle diffère d'un produit à un autre. Il y a certains produits où il y a un délai de séjour où l'opérateur ne paye rien. Cette franchise, cette durée, je vous ai dit, elle diffère ça dépend du produit qui est ou là concerné. Donc ça ne pose pas de problème. Mais le problème, monsieur, sachez, si on fait introduire, d'ailleurs ce qui s'est passé, il y a eu ce problème dans le passé, on intervenait sur un produit, on faisait des prélèvements. Et on autorisait l'introduction de ce produit sur le territoire national avec interdiction de commercialiser ou de consommer ce produit. L'opérateur ne respectait pas cette condition. Il n'attend pas les 4 jours pour obtenir les résultats, pour commencer la commercialisation ou la vente de ce produit. Ça, c'est la première anomalie qu'on a retrouvée. La deuxième anomalie, en cas de mauvaise qualité de ce produit, on a des difficultés, monsieur. Actuellement, il y a beaucoup de marchandises qui sont introduites sur le territoire national, mais on ne trouve pas où les détruire. On ne trouve pas où les détruire. C'est un problème. Alors on a préféré de ne pas introduire ces marchandises. Une fois que j'ai les résultats, sinon, mauvaise qualité, réexporter. Et on a eu beaucoup de cas, je vous cite. L'année 2016, avec l'année 2015, avec 10 refus, on a eu 6 réexportations. L'année 2 sont en instance, et il y a eu 2 accords d'introduction. Donc sur les 10 refus, il y a eu 6 réexportations. L'année 2016, on a eu, donc sur 26 refus, il y a eu 6 réexportations aussi. Il y a 2 en instance de réexportation, et 18 accords d'introduction sur le territoire national. Donc vous voyez un petit peu le problème. Je préfère laisser ce produit, le réexporter, tout simplement. Qu'au lieu de, c'est-à-dire, addiction sur le territoire national, on et on aura ce problème de consommation, et des fois il est de mauvaise qualité, il est introduit dans le processus de production. Je vous remercie. Excuse-moi, je vais juste ajouter 2 points. Professeur Boukrif plutôt, a raison justement de souligner l'importance du temps. Le temps, parce que si on dit le temps c'est de l'argent, c'est pas toujours vrai, mais là c'est vraiment c'est du vrai. Parce que chaque jour, passer une marchandise qui est stationnée au niveau du port, chaque jour qui est passé au niveau du port, c'est des frais supplémentaires qui sont payés par l'opérateur. Et ces frais sont répercutés automatiquement sur le prix de la marchandise, c'est donc automatiquement répercuté sur le consommateur final finalement. Notre ami du phytosanitaire et vétérinaire nous parle justement de la franchise, mais malheureusement, je le dis, c'est pas un reproche, je le dis juste pour justement, en même temps c'est une question, s'il y a quelque chose qui a changé par rapport aux produits de règne animal, notamment le lait. Avant, ça fonctionne à peu près correctement, donc il y a un opérateur qui importe, il dépose sa demande de dédouanement, donc la déclaration, il dédouane sa marchandise, on l'autorise à faire sortir la marchandise du port en attendant le retour des analyses. Maintenant, on n'autorise plus la sortie des marchandises jusqu'à le retour des analyses. Mais malheureusement, la plupart des opérateurs qui nous ont directement exposé le problème la dernière fois dans une réunion, ils nous disent les analyses tardent à revenir. Les analyses tardent à revenir, ils ont une franchise de 6 jours, 7 jours maximum.
7 jours sur les conteneurs, ça dépend de l'armateur, ça dépend du consignataire, ainsi de suite. Mais une franchise de 7 jours, ce n'est pas suffisant. Donc à partir du 7e jour, vous commencez non seulement à payer les frais de stationnement au niveau du port, mais vous commencez aussi à payer des services tarés. Les services tarés, c'est en dollars, c'est en devises. Donc ça génère automatiquement des coûts supplémentaires. C'est pas un reproche que je fais, c'est une instruction du ministère de l'Agriculture. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a du nouveau justement sur ça. C'est une question qui est répétée à chaque fois dans les interventions des opérateurs, notamment ceux qui travaillent dans la transformation de la poudre de lait. Par contre, le temps pour l'administration des douanes, j'ai parlé des facilitations accordées pour les opérateurs. Ça me permet de revenir sur les opérateurs économiques agréés. Donc les opérateurs économiques agréés, en fait, c'est des producteurs qui ont gagné, comme je l'ai dit, la confiance de l'administration des douanes. Ils ont toutes les facilitations. C'est avant, ils déposent sa déclaration en détail. On fait la visite, au moins la visite documentaire, donc un contrôle documentaire du dossier. Par la suite, possibilité de contrôle physique des marchandises. Maintenant, il vient, il dépose sa déclaration en détail, on enlève sa marchandise. Sans passer par un contrôle documentaire, sans passer par un contrôle physique des marchandises, même le paiement se fait par crédit documentaire. On a enregistré un temps de dédouanement de 2 heures. 2 heures. Il y a des opérateurs qui ont réussi à prendre leur marchandise au bout de 2 heures. Ils déposent la déclaration, ils chargent la marchandise et la prennent. Ça, c'est un opérateur économique agréé. C'est valable uniquement pour le moment pour les producteurs et les exportateurs. Parce que M. Azoug a posé la question, c'est valable uniquement pour les producteurs et les exportateurs. Donc il y a un audit qui est fait sur l'opérateur, il y a un dossier qui est présenté, donc ça se fait par demande, ce n'est pas automatique, c'est l'opérateur qui va faire une demande. Une fois qu'il a l'agrément, il a toutes les facilitations que j'ai présentées au préalable. Malheureusement, je ne vois pas beaucoup d'opérateurs ici, c'est bien dommage. Et je vous remercie. Oui, avant de passer la parole, M. Marrah, concernant peut-être le laboratoire, n'est-ce pas? Pardon, il y avait une deuxième question du monsieur concernant les analyses. Concernant les analyses, est-ce qu'on fait toutes les analyses? Est-ce qu'on fait toutes les analyses? Effectivement, pour les services vétérinaires, on ne fait que les analyses microbiologiques qui sont déterminées dans le journal officiel, dont les normes sont déterminées dans le journal officiel. Concernant la physico-chimie, c'est plutôt nos amis ou nos collègues de la direction du commerce. Malheureusement, on ne fait pas toutes les analyses. Tout ce qui est contaminant, tout ce qui est résidu, on ne le fait pas. On n'a pas les moyens. Sincèrement, on n'a pas les moyens. On se réfère aux documents qui accompagnent la marchandise. Tel document, absence ou là, ce produit n'est pas radioactif. On ne le sait pas. Ce produit ne contient pas de la dioxine. On ne le sait pas. On n'a pas un laboratoire de référence national pour le contrôle des contaminants et des résidus. Merci, docteur Idriss. Oui, M. Marrah, peut-être sur le même sujet. Justement, toujours dans le même sujet, par rapport aux normes, par rapport aux produits. Comme tous les pays, l'Algérie en fait partie. Il y a des normes pour certains produits, mais pas pour tous les produits. Nous avons des textes spécifiques pour les produits. L'étiquetage aussi, c'est une norme aussi, l'étiquetage. Quand il y a des indications dont il a besoin le consommateur, c'est une norme aussi. Nous avons le dossier d'importation. Tout à l'heure, je parlais des documents et entrés à la qualité et à la conformité des produits. C'est l'ensemble des documents qui sont versés dans le dossier et qui émanent des organismes officiels de contrôle des pays exportateurs. Là, donc, concernant aussi les laboratoires en mesure d'effectuer des analyses, alhamdoulilah, donc nous sommes au sein de l'université. On peut solliciter l'université. Dans le texte, ils ont cité des laboratoires de la répression des fraudes. Le CAC, qui m'a fait Bjaïa, nous avons le laboratoire du CAC. Il est à proximité de l'inspection. Nous avons aussi des laboratoires agréés. Quand ce CAC fait défaut par rapport aux moyens, on va solliciter tout un laboratoire. Je me rappelle, cela fait plus des années, il y avait des analyses au niveau des universités. On avait fait des analyses. Donc pour ça, quand on doute la qualité d'un produit, ما نخليوش يدخل عندنا في التراب الوطني مهما كان. Sinon,
Comment expliquer, surtout la télévision, les chauffages à gaz? C'est grâce au service de contrôle aux frontières. Et il y a un laboratoire à Constantine de la répression des fraudes qui est chargé de contrôler les produits industriels. Donc, au niveau de ce laboratoire, qui dure, le laboratoire, ça ne veut pas dire analyse fine ou là, même des tests, des essais à l'appareillage. Je vois même la finition de l'mentouche. Est-ce que ça, il répond, est-ce qu'il ne va pas causer vraiment du tort par rapport à son utilisateur ou là? En même temps, le marché, tous les individus doivent être contrôleurs. لازم كل واحد لازم ياخذ حذره. المراقب وحده au niveau des frontières. Alhamdoulilah, l'Algérie, nous avons plus de 1200 km de côte. Il y a des postes frontaliers, mais il se pourrait يدخلوا des produits. Mais qui fait? On a fait des refus, on a les chauffages à gaz. On a fait des refus, on a les produits alimentaires, des refus, on a les produits industriels. Alhamdoulilah, il y a des services de douane qui sont là, juste à côté. Pour cette année, nous avons 45 refus d'admission des produits. 45 refus de produits variés. Voilà. Et comme ça. Monsieur Merah, moi j'ai donc ce que j'ai entendu là, je me demande par rapport au problème de délai. Enfin, on entend bien que le problème se situe au niveau des produits mis à la consommation humaine, n'est-ce pas, et se situe au niveau donc des contrôles phytosanitaires et vétérinaires. En termes de délai. Donc moi je me pose la question, donc à défaut d'un laboratoire, d'abord effectivement il y a deux questions en une. La première question c'est qui décide et quelle est l'instance qui décide de l'implantation d'un laboratoire, parce que économiquement parlant ce laboratoire-là aurait dû être situé à Béjaïa, clairement. On comprend vraiment pas pourquoi il faut envoyer des échantillons alors que le port que vous traitez un nombre très très important de marchandises agroalimentaires. Pourquoi il faut envoyer les échantillons à faire des kilomètres? Concernant donc les délais, les surestaries, les 6 à 7 jours, etc. Pourquoi est-ce qu'il y aurait la possibilité de conjuguer en fait le temps de rade et d'utiliser le temps de rade des navires pour effectuer les prélèvements nécessaires, que ce soit donc au contrôle phytosanitaire ou que ce soit au contrôle du commerce? Oui, en rade, c'est-à-dire pendant que le bateau est en attente d'entrée au port, avant l'admission des marchandises à quai. Voilà, donc je ne sais pas qui peut me répondre à ces questions. Oui, je vais commencer par rapport à ce qui nous concerne. Donc, par rapport au laboratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des laboratoires de référence qui sont agréés par l'Office international des épizooties. C'est-à-dire les résultats qui sortent de ces laboratoires ne peuvent pas être contestés. C'est ça le problème. On ne peut pas créer un laboratoire ici à Béjaïa. Tout d'abord, il faut le créer par décret. Tant qu'il n'est pas agréé par l'OIE, l'Office international des épizooties, ces résultats sont c'est-à-dire ne sont pas valables. C'est-à-dire ils seront toujours contestés au cas où ils seront de mauvaise qualité. Ils peuvent être contestés par les opérateurs ou bien les fournisseurs ou bien les exportateurs vers l'Algérie. Le problème, il est là. Depuis 2006, on a demandé, on a envoyé une lettre à Monsieur le ministre de l'Agriculture, signée par le Wali. On lui a demandé de nous créer un laboratoire au niveau de Béjaïa. Nous n'avons pas eu de réponse. En 2008, on a refait la même chose. Toujours, c'était correspondance, il n'y a pas le Wali. Nous n'avons pas eu de réponse. Et en 2015, nous avons fait même une troisième tentative avec M. le Wali Zitouni. Et même, je vous informe que le port de Béjaïa était prêt à nous donner la structure. Les opérateurs étaient prêts à nous financer tout le matériel. Ce qui reste le problème du fonctionnement. Le fonctionnement. On n'a pas un budget spécial. Donc, il y a une difficulté déjà de créer un laboratoire, déjà de point de vue administratif.
et aussi de point de vue, bien sûr, tout ce qui est pour mettre en place un budget de fonctionnement, notamment en cette période d'hostilité. La deuxième question, si je me rappelle bien, donc ça parlait, vous savez, M. Azoug, quand on intervient, moi je suis prêt à vous faire une situation bien détaillée de chaque opérateur une fois qu'il intervient auprès de nos services. Pour le phytosanitaire, il obtient les résultats en 20, même pas 24 heures. Dans la journée, ils sont acheminés à 5 heures du matin vers Alger, à 8 heures, ils sont au niveau du labo, à midi, on a les résultats qui sont faxés à nos services, on libère, dans l'heure qui suit, on libère la marchandise. Les produits d'origine animale, c'est la procédure, c'est 4 jours. Dès qu'ils sont prêts, les résultats sont prêts, ils sont envoyés par mail à nos services qui procèdent immédiatement à la libération des produits. Maintenant, c'est les opérateurs, des fois ils ne se présentent pas autant dans les délais qu'il faut à nos services. Des fois, il y a un problème de document aussi, un problème de connaissement, un problème je ne sais pas, un problème de document dont le dossier est incomplet, donc il ne le dépose pas à temps au niveau de nos services, c'est là qu'il y a les retards. Mais une fois qu'on intervient, il n'y a pas de retard. Et je vous remercie. Merci. Oui, vous voulez intervenir? Justement, pour ce qui est, pour rester dans le même esprit d'idée sur ce point, je pense, à mon humble avis, je ne sais pas si Bouadam partage l'avis taï, en tant que un technicien, et on est sur le terrain, c'est-à-dire cet importateur ou cet opérateur, c'est-à-dire il est là, l'entité TAO elle est là. C'est pourquoi ne pas essayer de trouver une solution de procédure, hein, je parle bien de procédure, et d'essayer de dégager cette marchandise chez l'opérateur lui-même. Il est gardien dépositaire, propriétaire de la marchandise. Il est responsable de la marchandise. On laisse cette marchandise à l'opérateur une fois qu'on veut. Parce que je pense que le problème se pose pour les surestaries. Beaucoup plus. Hein. C'est-à-dire, si on voit, je parlais avec Nadir tout à l'heure de Civital, je pense qu'il a 3 millions d'euros juste de frais de surestarie. Hein, pour un trimestre barca. Donc, essayons de laisser les marchandises des opérateurs, c'est de voir la procédure elle-même. Et pour revenir sur le port de Bjaïa, je dirais que le port de Bjaïa est victime de sa réussite. Il y a 28% des importations, des exportations qui s'effectuent par le port de Bjaïa. Donc, il est numéro 1 pour l'exportation. Donc, 28%. Par rapport à ce qui reste, je pense que c'est énorme par rapport aux autres ports. La structure des autres ports est beaucoup plus consistante par rapport au port de Bjaïa. Et malgré ça, c'est 28%, une part très importante par rapport aux autres ports. Donc il est victime de sa réussite, de une, et de deux, on parle de consommateurs comme le professeur l'a dit. Mais on n'a pas vu l'importateur de produits, d'articles, hein, pas des producteurs ou c'est-à-dire la qualité d'importateur. Si je vous invite à venir à l'inspection divisionnaire des douanes, je vous donne des chiffres d'importateurs de produits, d'articles ou de produits alimentaires finis, hein, des produits finis. Les contentieux effectués, c'est des contentieux à des importateurs qui ne sont pas de la wilaya de Bjaïa. C'est des importateurs d'autres wilayas. Donc, je pense que reventons l'état, voilà. Merci, Azim. Donc, ce qui est de l'assiduité de l'opérateur, l'assiduité des personnes qui font l'importation de commerce, je pense c'est des gens qui sont dans la norme, dans la wilaya de Bjaïa. Mais on est en train de gérer, de part que c'est un port qui est ouvert pour tout le monde, on est en train de gérer un peu les défaillances des autres. Et on essaie, moi et mon équipe, de donner un peu
c'est-à-dire de donner un peu de plus pour l'institution et pour la wilaya de Bjaya. Je vous remercie. Avec Sahara, monsieur l'inspecteur divisionnaire. Oui, bien sûr, monsieur Marrah. Moi, je vais vous donner la parole par la question. Je la réitère, je la reformule. Ma question concernant donc l'échantillonnage en rade. Alors, chauffe. دايما عندنا responsable تاع الديوانه هنا معانا. عندنا monsieur le chef d'inspection donc aux frontières donc de la DCP. Nous avons donc le responsable des services vétérinaires et phytosanitaires تاني معانا. Là, entre vous, là, aujourd'hui, devant nous, est-ce que vous pouvez donc nous dire ou là, nous donner un accord de principe pour qu'il puisse y avoir un prélèvement d'échantillons en rade pour gagner du temps et à charge à nous, avoir avec le port qui n'est pas présent aujourd'hui, qui puisse vous prendre en charge, bien entendu, pour que vous puissiez faire ces prises d'échantillons. Monsieur Mara. Monsieur Azoul, ça se faisait avant. On l'a arrêté pour problème d'assurance. Nos agents n'étaient pas assurés. En cas de leur transport maritime, il y a un accident, ils ne sont pas assurés. On a arrêté cette procédure. Elle se faisait dans le passé. Donc je me présente pour l'assistance, ancien inspecteur divisionnaire des douanes, actuellement bien sûr en retraite. Moi je pense que pour, disons, mettre un terme à toutes les difficultés que rencontrent les opérateurs. D'abord, on était en train de parler d'opérateurs économiques agréés, de producteurs, etc. Cette catégorie d'opérateurs, elle a eu son label dès lors que l'audit est favorable, on lui accorde le statut d'opérateur économique agréé. Et par là, il bénéficie de toutes les facilitations que la législation douanière a mises, enfin toutes les législations. Je préfère utiliser le terme des lois et règlements régissant le contrôle du commerce extérieur. Les opérateurs producteurs bénéficient de toutes ces facilitations dès lors qu'ils ont le statut d'opérateur économique agréé. Mais sur le terrain, lorsqu'on vient à mettre en œuvre ces lois et règlements, il y a des difficultés par rapport aux bases légales que le service vétérinaire est chargé d'appliquer, par rapport aux bases légales que l'inspection de contrôle de qualité et de répression des fraudes aux frontières doit appliquer, et par rapport aux exigences de la législation douanière qui ne peut libérer une marchandise sans l'accomplissement des formalités antérieures, qui est la qualité, l'autorisation du ministère de l'énergie et des mines, l'autorisation du ministère de la culture, l'autorisation du ministère de la santé, l'autorisation de Canada. Donc vous voyez, nous sommes obligés, l'administration des douanes, elle applique tous les textes, toutes les lois et règlements inhérents à tous les secteurs d'activité et donc à tous les textes émanant de différents ministères, indépendamment des lois nationales qui sont votées par l'APN. Il s'agira donc, pour mettre un terme à ces, on va dire, défaillances, parce que lorsqu'on vient faire le compte des surhistoires que l'Algérie paye, c'est des sommes colossales. Lorsqu'on vient à calculer, disons, pas à calculer, à apprécier les préoccupations des opérateurs économiques, lorsqu'on parle d'exportation, comment les prix de nos exportateurs ou de nos opérateurs vont-ils être compétitifs lorsqu'il y a plein de charges qui viennent gréver le prix de revient du produit qu'ils se proposent d'exporter.
Tous ces paramètres donc, doivent être examinés par toutes les parties concernées, par les contrôles aussi bien à l'import qu'à l'export. Il doit y avoir une base légale qui dit que l'échantillon peut être prélevé en rade, qui dit que l'échantillon peut être prélevé même avant, hein, pourquoi pas, l'opérateur, il est civilement, pénalement responsable. Et fiscalement responsable aussi. Donc, il reste maintenant les apprentis sorciers, les contrebandiers, la revente en l'état, on va les canaliser. Mais pour les opérateurs économiques, au sens large du terme, y compris ce qui importe pour la revente en l'état, parce qu'à l'étranger, vous partez en France par exemple, qui c'est qui nous vend? Ce n'est pas toujours le producteur, c'est des commerçants, c'est des traders. Donc, il nous faut une base légale commune qui puisse permettre à l'inspecteur de contrôle de qualité, aux vétérinaires, aux douaniers, d'aller prélever les échantillons ou examiner une marchandise à bord. Et s'il tombe, c'est un accident du travail. Je vous remercie. Avec ça, merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, vous vouliez toujours sur la même chose. Après, d'abord M. Merrah et puis M. Ould Taleb. Justement, ce que j'ai oublié peut-être de vous dire, c'est que lors des dépôts de dossier, on n'exige pas à ce que le produit soit au niveau du port. Avant même l'arrivée des produits, l'opérateur peut déposer son dossier. Et l'opérateur, dans le cadre de circuit vert ou dans le circuit orange ou rouge. Donc, toujours dans le même ordre d'idée, l'opérateur agréé cadre يتحصل على l'autorisation d'admission bien avant mais يدخل المنتوج تاعو. هنا déjà du côté de l'inspection aux frontières, il y a 0 temps à perdre avec nous une fois il a eu l'autorisation. Donc de notre côté quand même, il y a une facilité qui est quand même importante. حاجة أخرى, quand on parle d'intervention en Radoula, moi aussi j'étais agent, je me rappelle, cela fait plus d'une quinzaine d'années, on se déplaçait en rad, c'est vrai. ولكن هو on parle de la réglementation, on parle de respect de procédure. لازم تكون une procédure qui est uniformisée. ما يلزمش les éléments تاع بجاية يخدموا زي وجماعة تاع الجي ولا ان autre rapport يخدم زي. Donc لازم نخدموا dans un cadre réglementaire. كما قال monsieur عازب, une base réglementaire unique à l'échelle nationale اللي تسمح جماعة تاع الرقابة الكنترول اما فيتوسانيتير جو ميكسكوز فوالا ولا جماعة تاع الكنترول au niveau des frontières باش تدخل au niveau de la rade. هذه تسمى c'est important de signaler. Sinon فيما يخص le temps, هنا au niveau des ports كاين un problème نتاع la mise في لا زون سو دوان تاع لي كونتينر. كاين ناس يقول لك مون كونت هاو الدوسي تاعي. Bon, on lui accuse réception, on lui prend son dossier, on lui accuse réception et dépose la demande dans la déclaration au niveau de la douane, mais il tarde à venir pour dire la visite. Donc, même les 48 heures, ça dépasse. Le problème, les Rahom, ils s'iront les conteneurs au niveau des ports. Ils doivent mettre en place ces conteneurs. Et qu'il y a un problème, c'est l'espace. Le dépassement de délai à 48 heures. Il ne compte pas au service du commerce ou au service de la douane. Parce que je lui ai remis sa déclaration. Il a déposé au niveau de la douane. J'attends la décision de la visite. Mais le problème, il n'émane pas de mon service ou du service à la douane. Je vais le dire. Le BMT est tarde à mettre en place des conteneurs. Même des conteneurs au niveau de la zone. N'est-ce pas le... هذا المشكل ما يجيش من جهتنا جهاز الرقابه. هذا nous sommes prêts dès qu'il dépose son dossier on intervient. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de raison باش نطولوا l'opérateur. السلام عليكم. صحيح monsieur. Oui. 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 Juste pour compléter l'information, même les opérateurs économiques doivent jouer le jeu. J'ai remarqué par rapport aux autres régions dont j'ai travaillé ou là j'ai exercé, au niveau de Bjaya, l'opérateur ne cherche pas à développer
l'entité ديالو. C'est-à-dire عندكم des régimes, le code des douanes راه يخرج لك على les entrepôts par rapport. C'est des entrepôts privés, des entrepôts privés pour stocker la marchandise اللي عندهم. شفت باللي y a pas tellement d'entrepôts privés à Bjaïa, malgré que c'est une zone d'activité importante. Bon, j'ai des demandes d'entrepôts publics, donc on attend juste l'aval de monsieur le directeur général des douanes. Ça va un peu désengorger un peu le port de Bjaïa, mais pour l'opérateur privé, doit songer à réfléchir, à revoir un peu des milliers d'euros. كيف يقول لك مخسرهم على جال لونتربوزاج واللي سيري ستاري وكاع علاش ما يشريش ان تيران ويدير ان انتربو بريفي لو بلو نورمال دو موند. السلام عليكم. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي l'inspecteur. Monsieur le Taleb, d'abord il avait demandé la parole, ensuite mademoiselle. Bonjour messieurs, je me présente Ould Taleb, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, expert judiciaire. Wallah, les thématiques, elles sont vraiment très intéressantes, surtout quand on sait le nombre d'importateurs qu'il y a dans ce pays. Mais dans la salle, il n'y en a pas beaucoup, hélas. C'est parce que les services des douanes et de la DCP nous ont déjà précédés et ils ont déjà eu une rencontre avec eux en aparté. C'est vrai que mon ami là, professeur, il a abordé la question, on en a discuté en aparté. Deuxième port d'Algérie, problématique du laboratoire. C'est terrible, vraiment c'est terrible. Quand on voit les autorités politiques, comment elles se démènent aujourd'hui pour sortir du piège le financement de l'économie par un seul canal qui sont les hydrocarbures, mais je vois pas. Bon, Maliège, moi je voulais poser une petite question concernant les marchandises que vous réexportez pas et qui sont mises sous scellé. Mithel, ils sont mis sous scellé en attendant les résultats Mithel du laboratoire. Ma question est la suivante. Elles sont mises sous scellé sous la responsabilité de qui? Elles sont mises sous scellé où? C'est l'opérateur qui loue une infrastructure ou là un bâtiment dans lequel il met sa marchandise. À ce moment-là se pose la question, qui est le responsable du gardiennage et dans de bonnes conditions sanitaires, etc., de cette marchandise. Et imaginons un seul instant qu'il n'y a ni 72 heures, ni une semaine, il y aura plus que ça. Il coûte une année, parce que c'est un contentieux. Le résultat du laboratoire n'a pas satisfait l'opérateur. L'opérateur, il a fait un recours. Le recours, il est judiciaire. La justice, elle a tranché en faveur de l'opérateur. J'ai traité un cas dans l'expertise judiciaire. 5 ans après, l'Institut Pasteur, malheureusement pour la DCP, a rendu les résultats en faveur de l'opérateur. Il s'avère que l'opérateur, il a eu la malice ou la harash, il a gardé les échantillons avec le scellé. Et l'Institut Pasteur a travaillé sur les échantillons. 4 années après, l'Institut Pasteur a rendu un verdict en faveur de l'opérateur. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la question, qui est responsable du bâtiment, puisque vous avez scellé le bâtiment? Qui est responsable du gardiennage dans de bonnes conditions? Il y a une autre question presque subsidiaire à celle-là. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup
de bateaux qui transitaient par là de blé. Et beaucoup d'opérateurs ont récupéré les anciens bâtiments, quelquefois de fabrication des matériaux de construction, d'entreposage de ciment. Ils ont été récupérés, ça a été une aubaine pour le propriétaire, puisqu'il les louait à 300 000, 400 000 dinars, c'était un bon rendement, et on a entreposé du blé. Ce blé-là, il a servi à des minoteries, notamment de l'Est. J'étais contrôleur, commissaire aux comptes de l'Uriad. Il y a des Altara quand on parle de la responsabilité sanitaire. Est-ce qu'il n'y a pas une contamination quelque part due à l'entreposage de ces produits de consommation dans des anciens bâtiments qui n'ont même pas été construits de façon appropriée pour cette nature d'activité? Salam alaikum, merci. Mademoiselle, on va prendre une série de questions et puis on va clore les débats. Donc, mademoiselle d'abord, ensuite monsieur. Merci. Alors bonjour, je me présente, je suis mademoiselle Pakisri, étudiante en Master 2 en microbiologie alimentaire et santé. Alors j'ai deux petites questions si vous le permettez. Vous avez parlé sur le circuit orange et rouge. Si vous pouvez nous donner la différence entre ces deux circuits-là. Et aussi, concernant la matière première importée, destinée à l'industrie agroalimentaire, en quoi consiste vraiment le rôle de l'inspection, du contrôle et de la répression des fraudes sur le contrôle de la matière première? Et merci. Merci, mademoiselle. Monsieur. Salam alaikum. C'est M. Zmouri, responsable de la direction du commerce Béjaïa. Tout d'abord, je tiens à remercier les communicants pour leur bonne présentation des procédures de contrôle frontière et le contrôle sanitaire par les vétérinaires, plus le contrôle à la production, plus notre ami des douanes. Moi, je voudrais tout d'abord commencer par la réponse de la dernière question présentée par pour les échantillons, pour les analyses effectuées pour la responsabilité de l'opérateur, pour la responsabilité sur les produits scellés. Pour les services du commerce, quand on fait un constat de non-conformité d'une marchandise, des mesures sont prises dans l'immédiat. Donc des mesures de retrait, que ce soit pour des vérifications complémentaires, pour des analyses, ou là, quand il s'agit d'une non-conformité, là, on ne peut pas procéder à la mise en conformité de la marchandise, on procède à la saisie. Mais si on décide de faire des prélèvements d'échantillons, on fait les échantillons, un échantillonnage. Tout d'abord, on doit laisser un échantillon pour l'opérateur, un échantillon qu'on doit garder à notre niveau, au niveau de la direction du commerce, et un échantillon qu'on doit acheminer vers le laboratoire d'analyse de la répression des fraudes. Une fois les résultats obtenus, s'ils sont conformes, la procédure est claire, donc c'est la levée des scellés et la libre disposition de la marchandise. Dans le cas contraire, un procès verbal de poursuite judiciaire va être engagé à l'encontre de l'opérateur défaillant. Dans ce cas, les échantillons qui sont restés au niveau de l'opérateur, moi je pense que l'opérateur n'a pas le droit de toucher. Il peut les toucher dans un seul cas, où l'instance judiciaire décide. Si l'instance judiciaire décide, donc c'est à elle de suivre et de prendre toutes les mesures appropriées par rapport à l'échantillon prélevé. Ça, c'est pour la réponse de monsieur.
Je voudrais revenir tout d'abord aussi sur les questions posées par monsieur le docteur ou là, le professeur, ou là, je ne sais pas, en ce qui concerne le contrôle de la conformité des marchandises, que ce soit à la production et que ce soit à l'importation. Il se fait toujours par rapport à des références. Et c'est des références réglementaires. Et en l'absence de références réglementaires, on demande toujours des spécifications, des fiches techniques qui doivent être présentées par les opérateurs économiques. Un opérateur, il y a des produits, je peux citer plusieurs produits, notamment par exemple des produits laitiers, comme les spécialités laitières, les spécialités fromagères. Ce sont des produits qui ne sont pas régis par des textes réglementaires comme des yaourts ou comme des fromages. Donc nous, ici, on exige aux opérateurs économiques, aux fabricants, d'établir leurs propres fiches techniques et on vérifie par rapport aux fiches techniques des opérateurs économiques. Voilà en ce qui concerne le contrôle des produits, des marchandises. Je reviens pour les prélèvements d'échantillons en rade. Et à Altara, on peut faire des prélèvements d'échantillons en rade pour les produits dans des conteneurs. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Parce que déjà, la procédure de contrôle aux frontières pour les conteneurs, on doit ouvrir le conteneur. Comment ouvrir le conteneur? Comment faire le contrôle visuel en rade? Moi, je trouve que ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, pour d'autres produits, pour les vraquiers, pour certains produits, ça peut se faire peut-être. Mais il faut trouver une manière. Il faut mettre en place peut-être tout un dispositif pour permettre à l'ensemble de, je ne sais pas, pour faire peut-être des échantillons. Tels que par exemple le blé. On peut peut-être le faire. C'est pas difficile. On ouvre les cales, les différentes cales, avec des sondes, peut-être on peut faire des prélèvements d'échantillons. Peut-être, je sais. Mais pour les produits conteneurisés, ça c'est impossible de faire des prélèvements d'échantillons. Je voudrais rajouter un autre point, qui est le contrôle de la conformité des produits industriels. Vous savez que les pouvoirs publics, ils ont mis, ces dernières années, ils ont mis en place un laboratoire d'analyse national. Il est en train d'être mis en place au niveau de Sidi Abdallah. Donc l'ensemble des produits industriels vont y aller vers Sidi Abdallah. Donc que ce soit les produits comme les réchauds à gaz, comme les produits électriques, les produits plastiques, etc., vont être orientés vers ce laboratoire du contrôle de la qualité. Et j'espère bien qu'ils vont régler définitivement le problème du contrôle de la qualité et de la conformité des produits industriels. Et je vous remercie. Atik Saha, merci. Allez-y, qui veut donc pour les réponses aux questions. Alors, si vous voulez que je reformule les questions, il y a eu donc l'intervention par rapport donc à laquelle il y a eu des éléments de réponse par rapport donc aux échantillons et à la responsabilité. Peut-être il reste la responsabilité du bâtiment qui n'a pas été abordée. Donc le bâtiment mis sous scellé, il est sous la responsabilité de qui? Le problème d'entreposage du blé dans des anciens dépôts de ciment, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des contrôles aux frontières par rapport donc aux phytosanitaires, etc., et à la qualité des produits, mais une fois que les produits sont admis, c'est ça en fait la problématique qui est soulevée. Une fois qu'ils sont admis sur les territoires douaniers, en fait il n'y a plus tellement de contrôle et peut-être qu'ils échappent un peu donc comment dirais-je, au contrôle par rapport aux phytosanitaires. Voilà, puis il y a l'étudiante donc en master 2 microbiologie qui a posé une question sur le circuit orange, circuit rouge. Voilà, et puis une autre question sur les intrants. Par rapport donc aux produits agroalimentaires. Donc voilà. Donc si c'est Merah, oui. فيما يخص le circuit orange ou le circuit orange ou rouge ou le circuit vert, on avait expliqué tout à l'heure la procédure. Donc concernant les dossiers, dans la constitution du dossier, il s'agit du même dossier. Bon, à la différence, dans circuit vert, on dérive d'autorisation d'admission sans contrôle physique, sans constat, sans prélèvement. Et s'il y a lieu de faire des prélèvements, ça sera au suivi a posteriori. Sinon, circuit orange ou rouge,
Là, on peut délivrer l'autorisation juste après la vérification documentaire. S'il s'avère que les documents versés dans le dossier ne font pas ressortir d'insuffisance, d'anomalies par rapport aux normes, par rapport au texte existant. Sinon, on procède au prélèvement pour analyse. De toutes les façons, le produit qui sera examiné au niveau des ports sera examiné de la même façon, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la distribution. Parce qu'on n'a pas un agent de contrôle qui contrôle uniquement le produit d'importation, parce qu'une fois qu'il a bénéficié de l'autorisation d'admission, il est nationalisé. Le produit sur le marché il doit être conforme à la réglementation nationale. Bon, en matière d'étiquetage des produits, parce que concernant, ce n'est pas tous les opérateurs qui sont agréés, ce n'est pas tous les producteurs qui sont agréés par les services des douanes, qui m'a dit l'inspecteur de division des douanes, il y a 18 opérateurs. Inch'Allah, il connaît encore plus. Ce qui connaît plus, c'est dans l'intérêt, c'est dans l'intérêt de notre wilaya. Donc, le produit, s'il n'est pas introduit dans le cas de circuit vert, il va subir des contrôles. Donc, il y a un étiquetage. S'il y a lieu de faire des prélèvements, on va faire des prélèvements. À la différence, un producteur, par rapport à l'étiquetage, ماشي كيما واحد اللي تجيب pour la revente en l'état. كيما سي با راك شفتي ولا le décret relatif à l'étiquetage. وين نهضر على des produits industriels وهضر على des produits alimentaires. Les produits alimentaires, aussi les matières premières. Une matière première qui est importée par un opérateur agréé ou par un producteur ou par un revendeur, l'étiquetage ما يكونوش كيف. Parce qu'un producteur هو اللي راح يستعملها نفسه au niveau de son établissement في l'usine تاعو. Mais un revendeur سما يبيع les producteurs ou يبيع الناس اخرين. Donc là, des conditions ou les obligations en matière d'étiquetage diffèrent. Sinon, il n'y a pas vraiment. D'ailleurs, durant le contrôle, nous veillons à ce que nous ne serons pas responsables d'altération تاع المنتوج ولا. حنا ناخذوا حذرنا ديجا كنروحوا نراقبوا المنتوج. كي نروحوا نعاينوا المنتوج ما نكونوش سبه pour détruire l'autre. Voilà, j'espère que vous avez répondu. Merci. Je tiens à remercier les intervenants. J'aimerais préciser deux choses. De la même façon que notre ami du commerce vient de parler du circuit vert, circuit rouge et circuit orange, c'est exactement la même chose pour l'administration des douanes. Je ne sais pas ce que vous avez pu poser la question pour les deux administrations, bien vous l'avez posé directement pour le commerce. De toutes les manières, pour l'administration des douanes, nous avons un circuit vert, beaucoup plus pour les opérateurs économiques agréés. Le directeur du commerce vient de souligner justement que j'ai dit il y a 18 opérateurs, mais en fait c'est pas le nombre qui compte, c'est pas vraiment le nombre qui compte, parce que quand vous donnez l'agrément pour les plus grands opérateurs ici à Bijaya, ça va vous donner quelque chose comme 67% du 67,4% pour être exact du volume des marchandises qui passent par le port de Bijaya passe directement par le circuit vert parce qu'ils sont importés par les opérateurs économiques agréés. En valeur, nous avons 57% de la valeur de toutes les marchandises qui sont importées sur les opérateurs économiques agréés. Donc nous avons 18 opérateurs effectivement, mais ces 18 opérateurs représentent quand même un volume d'importation extrêmement important. Bien sûr, nous avons enregistré des demandes de bénéfices du statut d'opérateur économique agréé par d'autres opérateurs. Nous avons donné notre accord, le chef d'inspection divisionnaire a donné son accord favorable parce que c'est des opérateurs qui sont sérieux, qui méritent d'être agréés. Pour le moment, ça tarde un petit peu à venir, mais ça va être normalement débloqué très bientôt. En ce qui concerne la question qui a été posée par monsieur, j'ai pas terminé avec le statut plutôt avec le circuit vert. C'est des opérateurs économiques agréés, donc c'est des producteurs et des exportateurs qui sont agréés.
dès qu'il importe, dès que sa marchandise entre et dépose la déclaration, la marchandise est orientée directement vers le circuit vert. Circuit vert signifie pour l'opérateur économique agréé ni contrôle physique ni contrôle documentaire du dossier. Donc, en fait, il dépose son dossier, on s'assure qu'il est complet et on enlève sa marchandise. Pour les autres opérateurs, circuit vert signifie contrôle documentaire uniquement. Pour le circuit rouge, il y a un contrôle documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire un contrôle documentaire? Donc, il y a une vérification de fond dans la déclaration des tailles, plus les documents joints à la déclaration. Pour le circuit orange, il y a un ciblage. Donc, généralement, un ciblage d'une partie de la marchandise qui est contrôlée généralement par le scanner. En ce qui concerne le circuit rouge, qui est le circuit normal, pour une précision, c'est le circuit normal. C'est un contrôle documentaire, donc un contrôle de tout le dossier approfondi et de toutes les pièces jointes à la déclaration, plus un contrôle physique d'une partie ou de la totalité de la marchandise. C'est ça, en fait, la différence. C'est le système SIGAD qui oriente les déclarations systématiquement vers un circuit ou un autre, avec possibilité, bien sûr, de décoter une déclaration d'un circuit vers un autre, en cas de doute, bien sûr. Nous a posé une question extrêmement importante, extrêmement précise aussi. Je ne suis pas sûr de ce que je vais vous répondre. Je parle sur le contrôle de monsieur le chef d'inspection et monsieur Hazoub. Si je me trompe, ils peuvent me corriger. Mais en principe, pour les marchandises qui sont retenues parce qu'il y a un contentieux ou bien parce que l'opérateur a entamé un procédure en justice, elles restent toujours au niveau du port. Ou bien si elles sont dans un entrepôt, elles restent au niveau de l'entrepôt. Donc si on dit elles sont au port, elles sont sous la responsabilité de l'autorité portuaire. C'est eux qui vont assurer la sécurité, la sécurité de manière générale, parce que la sécurité, il y a la douane aussi, les services de sécurité, mais les bonnes conditions de préservation de la marchandise, c'est l'autorité portuaire qui en est responsable. Maintenant, pour les frais, parce qu'il y a des surestaries, certainement, il y a des frais de stationnement, il y a des frais de stockage. Pour l'administration des douanes, c'est très simple. 21 jours après l'arrivée de la marchandise, vous n'avez pas déposé la déclaration, vous payez 50 000 dinars pour débloquer la marchandise et pouvoir déposer la déclaration en détail. 25 000 dinars pour chaque mois de retard. 2 mois après les 21 jours, en principe, c'est la saisie de la marchandise. Mais s'il y a une action en justice, tous les frais, normalement, sont arrêtés. Donc par la suite, c'est la justice qui va décider, qui va prendre la décision, qui est-ce qui va assurer, payer les frais générés par le blocage de la marchandise au niveau du port. J'espère que j'ai répondu à votre question. Et merci encore. Oui, docteur Idriss. Pour la dernière question, c'est concernant le stockage des produits des végétaux. Effectivement, le contrôle se fait au niveau du port. Une fois que les produits sont sortis du port, on n'a pas, avec exactitude, on n'a pas carrément, on va le dire, on n'a pas de traçabilité par la suite. Même si demain on fait un contrôle sur le territoire national et on trouve ces produits c'est-à-dire on doit y aller vers un contrôle laboratoire pour rechercher s'il y a des contaminants. Donc on revient à l'absence des labos et à l'absence de législation aussi. Soi-disant, si on a le laboratoire, il n'y a aucune législation qui détermine aujourd'hui c'est-à-dire s'il y a un produit qui est contaminé par tel ou tel contaminant, même des mesures à suivre. Il n'y a rien. Même la législation n'a rien prévu par rapport à ça, en mesure ou la conduite à tenir en cas un produit est contaminé. Vous savez qu'aujourd'hui, là c'est entre parenthèses, il y a plusieurs opérateurs qui veulent exporter leurs produits d'origine animale vers l'Union européenne. L'Union européenne, ils sont très exigeants. Une de leurs conditions, c'est que nos produits, c'est-à-dire mettre en place en Algérie un plan de surveillance des contaminants et des résidus d'antibiotiques. Et on ne l'a pas encore mis depuis des années qu'ils nous le demandent de le mettre.
on n'a pas pu le mettre en place. C'est-à-dire que nos opérateurs aujourd'hui ne peuvent pas exporter vers l'Union européenne. Mais ils peuvent exporter vers l'Afrique, c'est-à-dire les marchandises vers la Tunisie, la Mauritanie, la Libye, ainsi de suite. C'est faisable, même vers tous les pays africains. À cause de ce programme, l'absence d'un plan de surveillance des contaminants. Et je vous remercie. Oui, merci, docteur Idriss. Oui, monsieur l'inspecteur divisionnaire. Juste un complément d'information, parce que ça a été dit par monsieur. La Direction générale des douanes a pris un peu le jalon, c'est-à-dire pour avoir plus de certitude sur la conformité de produits, que ce soit sur les éléments de taxation, valeur, espèce et origine, même sur la qualité du produit avec le fameux organisme Vertacit. Donc ils sont en train de conclure un contrat l'organisme, c'est-à-dire de faire en amont, de faire la vérification du produit. C'est-à-dire il y a un pli document qui va avec le pli cartable de la marchandise. Venons ici, c'est-à-dire on a la conformité directe du produit. Je pense que c'est un projet qui est en train de se faire actuellement. Il est un peu coûteux, pour chaque déclaration il est un peu coûteux. C'est l'exigence de l'organisme. C'est un organisme ISO, les labels ISO et certifié. Donc pour les opérateurs assidus, donc ils préfèrent passer par cet organisme que aller à autre chose. Mais c'est un projet qui est en cours et qui va être ratifié. Merci. De toute façon, on pourrait continuer comme ça, tellement les questions suscitent les questions. Et je pense que nous arrivons au terme de notre débat et de notre rencontre d'aujourd'hui, des rendez-vous économiques du Forum 5e édition d'aujourd'hui. Nous avons appris des choses. Les intervenants qui étaient là ont débattu avec nous en toute franchise et sans occulter aucune des difficultés ou aucun sujet. Me concernant, je retiens que nous pouvons agir pour la célérité des contrôles. Contrôle sur navire pour certains types de marchandises comme tout ce qui est vrac, blé ou maïs ou soja ce genre de produits. Pour cela, cadre réglementaire. Donc nous allons nous atteler au FCE de Bjaïa et avec votre concours, monsieur Hazeb, bien entendu, puisque vous êtes membre du FCE aujourd'hui, donc via l'entreprise que vous représentez, à adresser un courrier à notre président pour voir au niveau des autorités, notamment du Premier ministère, pour pouvoir permettre peut-être ces contrôles au niveau des navires, d'une part. D'autre part, et pour tout ce qui est produits conteneurisés, là clairement la solution est dans les entrepôts sous douane et dans les bases logistiques, sujet dont on a traité déjà dans l'un de nos rendez-vous économiques. Et effectivement, nous attendons qu'il y ait des bases logistiques. Il y a des opérateurs qui veulent se lancer, mais peut-être qu'ils n'ont pas le financement. Il y a des opérateurs qui ont l'argent, mais dont ça n'intéresse pas forcément de gérer des bases logistiques. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire entre les deux. Tout ce qui est logistique est un sujet qui nous intéresse au plus haut point au niveau du FCE de Bjaïa, ou qui intéresse aussi le cluster boisson, n'est-ce pas, pour l'exportation. Et voilà, donc on a les plus gros opérateurs sont là, au niveau de l'agroalimentaire, au niveau des boissons, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je remercie tous les intervenants, monsieur l'inspecteur divisionnaire des douanes, monsieur l'inspecteur aux frontières de la DCP,
le docteur donc Idriss des services vétérinaires de l'EDSA de Bdjaïa d'être venu animer aujourd'hui, d'avoir éclairé notre lanterne. Nous essaierons donc d'apporter notre petite contribution pour essayer d'améliorer les choses par petits pas, par petites touches, et en attendant bien entendu que les choses évoluent encore, s'accélèrent de façon plus favorable à l'avenir, en relevant le niveau qualitatif de chaque service, de chaque intervenant et des opérateurs de façon générale. Encore une fois, je n'oublie pas donc de remercier l'université de nous accueillir en son sein, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au 6e rendez-vous économique du forum pour le 24 novembre, Inch'Allah. Merci de votre attention.